Le RC Lens remporte la première Coupe de France de son histoire en dominant l'OGC Nice dans un stade de France en fusion, France Info. Le RC Lens remporte la première Coupe de France de son histoire en dominant l'OGC Nice dans un stade de France en fusion dans une enceinte majoritairement acquise à leur cause. Les Lensois ont tenu leur rang de favoris contre des Niçois combatifs 3-1, vendredi soir. Publié le 22-05-2026 23h03 mis à jour le 22-05-2026 23h17 temps de lecture, 2 minutes Florian Thauvin célèbre son but en finale de Coupe de France devant le COP lensois, le 22 mai 2026 au Stade de France. Max PPP une anomalie de l'histoire est réparée. Porté par le souffle de plus de 50 000 supporters sang et or, les joueurs lensois ont dominé l'OGC Nice 3-1 et décroché la première Coupe de France des 120 ans d'existence de leur club, vendredi 22 mai au Stade de France. Florian Thauvin, auteur du premier but puis passeur pour Hodson Edouard sur le deuxième, a été l'un des grands artisans de la victoire lensoise, avant qu'Abdallah Sima ne scelle le sort de la rencontre à la 78e minute. Le très jeune Djibril Koulibaly 17 ans avait réduit l'écart en 20 juste avant la pause. Lancé en tribune, le match des extrêmes entre le Nord et la Côte d'Azur, entre le deuxième surprise du championnat et le barragiste au bord du gouffre, a aussi tenu ses promesses sur le pré. Le stade enfin plein à ras-bord, davantage sang et or que rouge et noir, l'aigle niçois Méfib à peine atterri, les frissons des corons tout juste retombés, les deux formations se sont jetées dans la bataille avec une ardeur coutumière des Lensois, moins des aiglons. Pas si supérieur dans l'intensité, c'est donc par la justesse technique que les sang et or ont fait la première différence, Florian Thauvin ouvrant le score d'une frappe croisée clinique, à la réception d'un centre en retrait de Mathieu Hudol 26e, avant de traverser le terrain pour le fêter avec son cop. Un quart d'heure plus tard, le numéro 10 lensois, déterminé à accrocher enfin un titre majeur à son palmarès en club, a déposé son corner sur la tête de son avant-centre, Hodson Edouard 42e. Après 25 minutes, un premier buteur s'est distingué au Stade de France, d'une frappe croisée entrée de surface, Florian Thauvin permet à Lens de mener 1-0 face à Nice. 2 minutes la partie aurait semblé pliée à la pause si le milieu de terrain niçois Djibril Koulibaly, titularisé pour la 3e fois de sa carrière en professionnel seulement, ne lui avait pas répondu quelques minutes après d'une tête décroisée subtile, sur corner également 45e 3. Djibril Koulibaly est peut-être le sauveur des Niçois. D'une tête croisée sur un coup de pied de coin, le joueur de 17 ans réduit l'écart à 2-1. La mi-temps est sifflée dans la foulée, tout reste à jouer entre Lens et Nice. 1 minute avant que le joker Abdallah Sima ne libère les siens avec opportunisme en profitant d'une erreur d'appréciation de Dante 78e, la cinquantaine de milliers de sang et or a bien tremblé. Malgré un Ismaëlo Gagnou toujours précieux pour colmater les brèches, la défense lensoise a été sauvée plusieurs fois par Robin Risser, auteur de 5 arrêts, et a surtout été parcouru d'un frisson quand Antoine Mendy a placé sa tête sur la barre à la suite d'un coup franc 62e, imité plus tard par Kevin Carlos, proche de relancer le suspense en toute fin de partie 84e. 13 minutes après son entrée, Abdallah Sima justifie sa présence au Stade de France, il inscrit un but de renard des surfaces qui permet à Lens de reprendre ses 2 buts d'avance face à Nice. 2 minutes mais 120 ans d'histoire, les bolets descendant des travées au gré des passes lensoises, et toute la confiance d'une saison exceptionnelle semblait peser trop lourd contre l'OGC Nice. Après 3 finales perdues, contre Lille en 1948 2-3, Saint-Étienne en 1975 0-2 et le PSG en 1998 1-2, le Racing Club de Lens ajoute enfin la pièce manquante à son palmarès national. Elle consolera sans mal les hommes de Pierre Sage du titre de Ligue 1 cédé dans les dernières journées au PSG. Sujet suivant. Violence dans le périscolaire à Paris, 2 animateurs mis en examen pour des faits à caractère sexuel et placés en détention provisoire, France Info. Violence dans le périscolaire à Paris, 2 animateurs mis en examen pour des faits à caractère sexuel et placés en détention provisoire. Une animatrice a par ailleurs été placée sous statut de témoin assisté. Les investigations se poursuivent dorénavant sous la direction de 2 juges des instructions, a ajouté vendredi le parquet de Paris. Publié le 23-05-2026 minuit 13 mis à jour le 23-05-2026 minuit 22 temps de lecture, 1 minute selon le parquet de Paris, les faits ont été commis au préjudice d'une vingtaine d'enfants. J.C. Millet en Lucas AFP 2 animateurs ont été mis en examen pour des faits à caractère sexuel et placés en détention provisoire, vendredi 22 mai, a déclaré à France Info le parquet de Paris, confirmant une information de l'AFP. L'enquête concerne les écoles Saint-Dominique, Rapp et La Rochefoucauld, dans le 7e arrondissement de Paris. Une animatrice a par ailleurs été placée sous statut de témoin assisté. Les investigations se poursuivent dorénavant sous la direction de 2 juges des instructions,
a ajouté le parquet de Paris. Ce dernier avait évoqué jeudi des faits commis au préjudice d'une vingtaine d'enfants. 16 personnes avaient été placées en garde à vue mercredi pour des faits de violence physique et sexuelle commis dans 3 écoles parisiennes. 13 d'entre elles, contre lesquelles il ne peut pas être retenu de charges suffisantes pour caractériser d'infraction pénale, ont été relâchées jeudi, avait précisé le parquet. Les 3 autres ont été présentés à des juges d'instruction vendredi. Au cours de la procédure, 44 enfants ont été entendus en salle Mélanie par la brigade de protection des mineurs, a écrit le parquet. Les salles Mélanie sont des lieux qui doivent permettre de mieux recueillir le témoignage, même des tout-petits, dans un environnement sécurisant. Sujet suivant. Replay. Patrick Bruel, un chanteur dans la tourmente, regardez le documentaire de France Info consacré aux accusations de violences sexuelles qui visent l'artiste, France Info. Publié le 22/05/2026 18h, mis à jour le 22/05/2026 21h13. Temps de lecture, 1 minute, vidéo, 21 minutes. France Info revient sur les différentes plaintes contre l'idole des années 1990, déposées par des femmes qui l'accusent d'agression sexuelle ou de viol, à l'aube de la tournée qu'il doit débuter pour les 35 ans de son album Alors Regarde. Leur silence a parfois duré plus de 30 ans. À l'instar de Flavie Flament, plusieurs femmes ont pris la parole ces derniers jours pour dénoncer des faits d'agression sexuelle ou de viol dont elles ont été victimes. Elles accusent toutes Patrick Bruel. Le chanteur, lui, s'apprête à partir en tournée, mi-juin, en France et à l'étranger, à l'occasion des 35 ans de la sortie de son album Alors Regarde. Des dates ont d'ores et déjà été annulées au Canada et, en France, des élus prennent la parole pour lui demander de ne pas maintenir ses spectacles, comme à Paris. France Info fait le point sur ce que l'on sait de ces affaires, dans un documentaire diffusé vendredi 22 mai. En quelques jours, à la suite de la publication d'une longue enquête de Mediapart, une déferlante de témoignages a accablé l'artiste de 67 ans, présentatrice télé, attachée de presse, masseuse dans des hôtels de luxe, jeune fan. Elle dresse un portrait très éloigné de l'image publique de l'idole des années 90, celui d'un prédateur sexuel, aux antipodes du chanteur romantique. Patrick Bruel nie l'ensemble des accusations portées contre lui, et en appelle au respect de la présomption d'innocence, suivi par de nombreux fans. Une question désormais, que va faire la justice? Elle avait recueilli des témoignages en 2020, interrogé le chanteur en garde à vue, et finalement classé les 2 dossiers dont elle était saisie. Le parquet de Nanterre centralise les nouvelles plaintes et reprend les anciens dossiers. Ainsi, au moins 10 plaintes ont été déposées, redéposées ou sont réexaminées par la justice en France et en Belgique. Quelle que soit l'issue, l'enquête sera forcément longue, et devra remonter dans le passé du chanteur. Patrick Bruel, un chanteur dans la tourmente, un documentaire de France Info réalisé par Lise Vogel, Maxime Laurent, Hugo Smag, Adrien Tessier, avec les journalistes spécialisés police-justice de la rédaction, diffusé à partir du vendredi 22 mai à 21h05 sur France Info. Sujet suivant. Festival de Cannes 2026. Le prix Un certain regard attribué à Everytime, film onirique sur le deuil de Sandra Wollner, France Info. Festival de Cannes 2026. Le prix Un certain regard attribué à Everytime, film onirique sur le deuil de Sandra Wollner. Le film de la cinéaste autrichienne raconte l'histoire d'une mère élevant seule ses 2 filles à Berlin, en Allemagne. Un accident de voiture mortel bouleverse la famille, où chacun des survivants tente de faire son deuil. Publié le 22/05/2026 23h11, mis à jour le 22/05/2026 23h12. Temps de lecture, 1 minute. La réalisatrice autrichienne Sandra Wollner au Festival de Cannes, le 18 mai 2026. Hubert Boes, le DPA Max PPP. Un film à part sacré à Cannes. Everytime, 3e long-métrage de la réalisatrice Sandra Wollner, a remporté vendredi 22 mai le prix Un certain regard, principale section parallèle du festival, dédiée aux découvertes. Le film de la cinéaste autrichienne raconte l'histoire d'une mère élevant seule ses 2 filles à Berlin, en Allemagne. Un accident de voiture mortel bouleverse la famille, où chacun des survivants tente de faire son deuil. Le prix du jury Un certain regard est allé au film népalais Les éléphants dans la brume, qui aborde notamment la question des femmes transgenres au Népal. Le jury était présidé par l'actrice française Leila Bekti. Sujet suivant. La chef du renseignement américain, Tulsi Gabbard, démissionne pour prendre soin de son mari atteint d'un cancer, France Info. La chef du renseignement américain, Tulsi Gabbard, démissionne pour prendre soin de son mari atteint d'un cancer. Donald Trump a salué vendredi le travail incroyable de l'ancienne militaire. Elle nous manquera, a-t-il ajouté sur la plateforme Truth Social,
en précisant que son adjoint Aaron Lucas assurerait l'intérim. Publié le 22/05/2026 20h11 temps de lecture, 1 minute. La chef du renseignement américain, Tulsi Gabbard, le 23 juillet 2025, à la Maison-Blanche, à Washington, États-Unis. Andrew Caballero Reynolds AFP une démission pour des raisons personnelles. La chef du renseignement américain, Tulsi Gabbard, a annoncé vendredi 22 mai qu'elle quitterait son poste le 30 juin. Elle a publié sur X sa lettre adressée à Donald Trump. Mon mari, Abraham, a récemment reçu un diagnostic de cancer des os extrêmement rare. Pour le moment, je dois me retirer de la vie publique afin d'être à ses côtés et de le soutenir pleinement dans cette épreuve, écrit-elle. Donald Trump a salué vendredi le travail incroyable de Tulsi Gabbard. Elle nous manquera, a-t-il ajouté sur la plateforme Truth Social, en précisant que son adjoint Aaron Lucas assurerait l'intérim. Transfuge du Parti démocrate, elle avait pris ses fonctions à la tête du renseignement américain en février 2025, quelques semaines après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. La nomination de cette ancienne militaire connue pour des prises de position favorables au Kremlin faisait partie des nominations les plus contestées parmi celles annoncées par le républicain. Ces dernières semaines, la guerre menée par les États-Unis en Iran depuis le 28 février a semé des remous au sein des services de renseignement américains. Tulsi Gabbard a même pu apparaître en désaccord avec Donald Trump. Interrogée devant une commission d'élus du Congrès, elle avait refusé de confirmer que la République islamique représentait une menace imminente, comme l'avait affirmé le président américain. Un haut responsable américain de la lutte contre le terrorisme, Joseph Kent, a par ailleurs démissionné pour protester contre cette opération.